Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. La porte de l'ascenseur se referme. En compagnie d'Emilia Huret, chef de centre, et d'Audrey Guillemenet, chargée de communication, nous amorçons une descente à plus de 490 mètres de profondeur. Bienvenue au laboratoire souterrain de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Le site creusé dès l'an 2000 permet de préparer la construction et l'exploitation du futur site CIGEO, un projet français de stockage géologique des déchets radioactifs qui pourrait recevoir une autorisation de création autour de 2027. À partir de 2006, nous avons continué les travaux au laboratoire souterrain et plus à des fins de support au travail de la conception du projet, définition de l'architecture à terme de ce que sera le stockage et différentes thématiques d'études comme par exemple l'étude des matériaux, les interactions entre les matériaux. Dans ce laboratoire, pas de déchets radioactifs et il n'y en aura jamais. Si le stockage est approuvé, les résidus seront enterrés à 5 km d'ici, dans une zone souterraine aux mêmes caractéristiques que celle-ci, à 500 mètres de profondeur. Pour le moment, ce laboratoire est un lieu de test où plus de 70 personnes travaillent à la collecte de données qui serviront au projet CIGEO. Aujourd'hui, par exemple, ces agents creusent la roche calcaire pour qu'elle soit étudiée par les géologues du site. L'enjeu ici de ce laboratoire, depuis plusieurs années, a été de vérifier les propriétés de confinement de cette roche pour ce projet, mais également d'autres objectifs. Des objectifs aussi plus d'ingénierie et de construction, puisque dans les premières années, on a aussi regardé comment cette roche se comportait face au creusement à 490 mètres de profondeur. Le 22 juin dernier, l'autorité de sûreté nucléaire a confirmé la recevabilité du dossier de demande d'autorisation du centre industriel de stockage CIGEO. Au total, 10 000 pages de documentation ont été transmises à l'autorité. L'instruction technique est désormais lancée, marquant une étape fondamentale dans le développement du futur site CIGEO. Cette instruction devrait durer 3 ans. D'ici là, les analyses se poursuivent dans ce laboratoire de Bure. Dans les Vosges, les accompagnateurs en montagne permettent aux curieux et aux touristes de découvrir les richesses de la faune et de la flore locale. Parmi elles, le chamois captive l'attention, car pour apercevoir cet animal, mieux vaut s'équiper de jumelles et d'un bon appareil, comme Thierry Lasson de la rédaction de Vosges Télévisions. Regardez. Ce mercredi, en fin d'après-midi, Maxime, accompagnateur en montagne, emmène une dizaine de randonneurs sur les crêtes vosgiennes. La météo y est en effet on ne peut plus idéale pour l'observation du chamois. Et en effet, on ne tarde pas à en apercevoir un. Mais il est beaucoup trop loin pour le zoom de notre caméra et sur le moment, avouons-le, c'est un peu décevant. Mais à quelques centaines de mètres plus loin, regardez qui s'invite à la fête. Pas vraiment farouche, ce mâle d'une quarantaine de kilos, qui va faire durer le plaisir d'ailleurs et se laisser photographier sous tous les angles. Le seul prédateur qu'il a, c'est le loup et le lynx. Il n'a pas beaucoup sur le massif, donc on peut le voir plutôt sereinement. On pourrait presque le caresser par moment, il faut surtout pas le faire. Voilà, si on est déjà à 10 mètres, c'est déjà vraiment beau, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, plus proche pour le voir, quoi. C'est pas souvent qu'on voit des chamois, alors c'est bien aussi. et vous en aviez jamais vu jusque-là? Bah, qu'en photo. Ouais, c'est super. Dommage, j'ai pas le bon appareil photo, mais bon, j'ai pu me débrouiller avec mon téléphone. Mais je compte bien revenir pour faire d'autres photos et découvrir d'autres. Parfois, il y a des photographes qui font des plus belles photos que nous, donc ça nuit pas, ça remplace pas l'instant vécu. Regarder avec ses yeux et pas avec l'appareil. Ouais, c'est beaucoup mieux. Les zones de prédilection de l'animal sont ces cirques glaciaires. Il y est en effet parfaitement adapté. Il a des sabots très adaptés pour tenir sur les rochers et la glace. Il a une très grosse cage thoracique, un très gros cœur, et il a beaucoup plus de globules rouges que l'être humain. Donc toutes ces caractéristiques font que c'est un animal qui peut monter et descendre dans les cirques glaciaires très facilement. Le chamois vit entre 15 et 20 ans pour les plus vieux, et la période des naissances a lieu fin mai, début juin. Bien qu'appartenant à la famille des bovidés, l'animal, on le voit, est bien plus proche de la chèvre de montagne, car il est de la sous-famille des caprinés. Le ruminant a été introduit dans le massif en 1956, précisément 11 chamois d'Uffelberg en Allemagne, et aujourd'hui on en compte 1 millier, une population qui doit être régulée.
On régule le chamois là, sinon il y a trop de consanguinité. Les chasseurs tuent le chamois normalement chaque année. Et aujourd'hui, on en prend d'ici pour introduire dans d'autres endroits, dans d'autres massifs de France ou même d'ailleurs. Parole d'accompagnateur, à chaque fois le chamois était au rendez-vous. Quant à notre invité surprise, il est reparti lasser des photos vers d'autres cieux. Voilà, direction l'ouest du pays, désormais avec un embarquement immédiat pour une aventure dans les airs. À l'aérodrome du Mans, des baptêmes de l'air exceptionnels sont proposés chaque jour. À bord d'un autogire, les participants peuvent voler à plus de 200 km/h. Une expérience à couper le souffle et il faut avoir le cœur bien accroché, vous allez le voir, avec ce reportage d'Anthony Piton et de Sacha Lemoine pour notre partenaire LMTV Sarthe. Imaginez un oiseau de métal. Vous l'avez peut-être déjà vu voler au-dessus du Mans. Cet engin jaune canari est un autogire. Aujourd'hui, Martin s'apprête à vivre à bord son tout premier baptême de l'air. Allez, hop. Une expérience pleine de sensations fortes. En l'air, Martin découvre des paysages sous un angle nouveau. Super bonne sensation, très grosse sensation de liberté. Je referai pour peut-être avoir des cabrioles un peu plus importantes que ce premier vol découverte. Car l'autogire est un drôle d'oiseau, entre avion et hélicoptère. Engin connu pour sa maniabilité, il offre des sensations de vol assez uniques. C'est vraiment une vue sphérique, on y voit partout. Donc c'est des sensations de pouvoir voir sa maison, de pouvoir voir les châteaux, les rivières, etc. De visiter, mais de se déplacer comme on veut, de s'arrêter sur place, de passer de 0 à 200 km/h en 5 secondes et en même temps de pouvoir se mouvoir où on veut. Air Bleu ULM organise entre 300 et 400 baptêmes de l'air par an. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il est aussi possible de se former au pilotage et de passer son brevet de pilote d'ULM. Il y a quand même des notions à connaître et à savoir, donc voilà, il ne faut pas avoir la tête dure, on va dire. Il faut vraiment emmagasiner pas mal de petites choses qui font qu'après, derrière, ça va bien se passer. Même notre stagiaire Sacha a quitté le nid. C'est parfait, cool, parfait. Alors on est parti. Alors, prêt à prendre votre envol ? Xavier Horry est un passionné des années 60 et plus particulièrement des voitures de cette époque. Il en compte des dizaines dans son garage et la rédaction de TL7 a eu la chance de s'y rendre pour une remontée dans le temps, sans radar ni péage. Regardez ce reportage. En épicier, en agriculteur ou bien encore en adjudant-chef de la gendarmerie. Xavier Horry est peut-être bien le seul à pouvoir exercer tous ces métiers et en même temps. À 44 ans, ce fan des années 60 fait vivre tous ses personnages à travers sa passion, la collection de véhicules qui nous replonge dans les 60s. Dans son hangar à Ferney, Xavier Horry a entreposé tous ses véhicules. Près de 70 voitures y sont précieusement abritées. Dans sa collection, on est surpris d'abord par la dizaine de voitures de la gendarmerie. Bichonnées et repeintes pour certaines, le collectionneur aime jouer le gendarme de l'époque. C'est aussi un métier que j'aurais voulu faire. Tout à fait, donc voilà, là aussi on se rattrape. On se rattrape avec les véhicules, on se rattrape avec l'ambiance. On se rattrape via une association qui s'appelle l'APTG pour laquelle on travaille un petit peu avec la gendarmerie pour faire des expos, des choses comme ça. S'il n'a pu endosser l'uniforme, aujourd'hui il s'est bien rattrapé. 4L, estafette bleue, Peugeot 305 et bien d'autres encore. Et le collectionneur ne lésigne pas sur les détails. Ce bureau recrée l'ambiance d'une brigade dans les années 60. Avec tout le matériel d'époque, que ce soit tant au niveau du matériel machine à écrire, téléphonie, plans divers, que les manuels de gendarmerie, que les procédures. Voilà. Les années 60, une époque qui fascine ce quadragénaire. Après avoir enfilé le costume de gendarme, il se met dans la peau d'un épicier. C'est à bord de cette estafette qu'il aurait tant aimé sillonner la campagne ligérienne. Là, c'est la peau de l'épicier. L'épicier, puisque ce véhicule a 6300 km, il est équipé comme une épicerie d'époque, qui passait dans les villages dans les années 60, il y a à peu près de quoi se nourrir, vous avez de quoi boire. Tracteur, mobilette, camion et même un corbillard complètent sa collection de voitures des années 60. Depuis 30 ans qu'il collectionne tous ces objets et engins qui roulent, Xavier Horry réalise quelque part un rêve d'enfant.
Nostalgique des années yéyé, cette collection digne d'un musée amuse Xavier Horry. Aujourd'hui, il continue d'agrandir sa collection à un rythme beaucoup moins soutenu qu'à une époque. Mais son esprit grand enfant, lui, perdurera encore un bon moment. Réduire sa consommation énergétique, c'est aussi s'engager dans la préservation de l'environnement, à l'instar du développement des énergies propres. Parmi elles, l'éolienne est incontestablement la plus connue, mais aussi la plus débattue en France. Si son aspect extérieur est souvent critiqué pour enlaidir les paysages, son intérieur, lui, nous est encore secret. Alors que se cache-t-il dans une éolienne? Les révélations et explications de la chaîne TVR, près de Rennes, ce reportage. À la question à quoi ressemble l'intérieur d'une éolienne, voici la découverte de l'une d'elles sur le parc éolien de Theillet, au sud-est du département. La visite commence par le passage dans un monte-charge, puis la prise d'une échelle exiguë, avant de se retrouver à 100 mètres de hauteur, dans ce qu'on appelle la nacelle, la partie rectangulaire au-dessus du mât, à la base des pales. C'est ce qu'on appelle le moyeu ou le hub, donc il y a les 3 pales. Derrière moi, il y a la multiplicatrice qui permet de multiplier l'énergie, donc ça peut créer un rapport de 100. On arrive à 1200 tours minute, la génératrice, et derrière vous, le convertisseur. Donc qui derrière, l'énergie 690 volts qui est multipliée après avec le transformateur en 20 000 qui est réinjecté sur le réseau. Cette éolienne à 3 millions d'euros appartient à la société bordelaise Valorem, qui entend bien en implanter beaucoup d'autres dans le département. Un projet comme celui qu'on a juste derrière nous, il a mis 17 ans à se construire, ce qui est beaucoup trop long. Nous, on pense que ces projets-là, on peut, en prenant le temps de concerter avec la population, en prenant le temps de faire toutes les études environnementales nécessaires, on pense que c'est des projets qui peuvent sortir de terre en 4 ans. Valorem possède déjà les 4 éoliennes du site de Theillet, installées en 2019. Elle travaille à ériger la prochaine pour 2025. L'amour des traditions nous conduit dans les Vosges, maintenant dans un atelier hors du temps, celui d'un artisan italien qui consacre sa vie à la reproduction de reliques. Boutons d'uniforme, vêtements ou pièces de monnaie, rien ne se perd, tout se restaure et tout se fabrique ou se refabrique. Reportage d'Hélène Leplat pour Vosges Télévisions. Travailler dans le temps et plonger dans le passé, c'est la traduction même en latin de Labor Temporis, le nom de l'atelier créé en 2016 par ce fondeur d'art dans le village de Removille près de Neufchâteau. Et rendre visite à Marco Di Saro, c'est traverser les âges. Cet artisan d'origine italienne s'est spécialisé dans la reproduction d'objets historiques sur une période couvrant l'Antiquité à la Première Guerre mondiale. Il fabrique par exemple des boutons d'uniforme des armées napoléoniennes ou des monnaies de l'Empire romain. Jeune, il se prend de passion pour les reconstitutions historiques et décide avec des amis de vivre à l'époque médiévale. On a reconstruit les habitants de notre ville, des habitants simples, voilà, pas des riches à l'époque. Et donc on a commencé comme ça à la fin du XIIIe siècle. Après, on est passé par passion au Premier Empire napoléonien, parce qu'il y avait des régiments italiens qui ont combattu pour la France. Pour vivre pleinement sa passion de l'histoire, Marco Di Saro va suivre une formation en bijouterie et se spécialiser dans la fonderie d'art de métaux légers non ferreux. Dans son atelier, il réalise ses moules selon la technique de la fonte à cire perdue, d'où sortiront des pièces de l'époque choisie, comme cette boucle de ceinture romaine. Le geste, lui non plus, n'a quasiment pas changé. Ça change un peu la forme, les matériaux des outils, mais à la fin, sont plus ou moins les mêmes. J'ai part de la documentation d'origine, disons à peu près au 80% des pièces, même plus. Et de là, avec les dimensions, les matériels et la forme, je vais recréer l'objet. Les articles sont remarquables de précision, fabriqués essentiellement en laiton ou en bronze. Marco Di Saro possède ainsi toute une collection de pièces de monnaies antiques. Ah voilà, ça c'est un des premières pièces. C'est vraiment, avec ça on peut tuer quelqu'un. C'est vraiment très très lourd et très gros. Ça c'était un des premières pièces en bronze, les sesterces en fait. Ces petits objets en série ou à l'unité sont commercialisés en ligne, essentiellement auprès de musées, un monde de connaisseurs. Et sur l'époque choisie par l'artisan italien pour ses créations, ils sont moins d'une dizaine en France à exercer comme lui ce métier original.
Allez, intéressons-nous à présent à un autre métier dans cette édition et à un navire méconnu de la plupart d'entre nous, la pilotine. Un navire puissant à la fonction particulière, transporter des pilotes spécialistes des entrées et des sorties de port à bord des ferries, des paquebots ou des cargos, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires en Corse. Un bateau et un métier atypique et non sans risque. Écoutez ces précisions recueillies par Maï Poupard et Paul Claret de Télépaisé. Alors, notre métier consiste à faire entrer des bateaux ici sur la station de l'île Rousse et de Calvi. C'est des bateaux à partir de 60 mètres, tout ce qui est yacht ou navire de plaisance et surtout de commerce, et les faire entrer en sécurité. C'est surtout des bateaux qui sont très puissants pour affronter les mauvaises conditions météorologiques. Ce sont des bateaux qui sont relativement stables, qui permettent de passer du portique que vous voyez à l'échelle de pilote et qui nous amènent à bord en toute sécurité. Et puis direction l'Isère dans ce journal pour une escapade souterraine. Parmi les merveilles de la région, les grottes de la Balme occupent une place bien à part. Le site abrite plus d'1 kilomètre d'exploration où se mêlent touristes et chauves-souris. Avec des températures très fraîches sur place, le site est aussi un moyen d'éviter le choc thermique pendant les chaudes journées estivales. Regardez ce reportage de notre partenaire Télé Grenoble. Donc là, il y a un petit passage assez étroit, il faut vraiment se faufiler et faire preuve vraiment de souplesse. Mais il faudra aussi faire preuve d'humilité face à la beauté naturelle de l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Dans le Nord-Isère, les grottes de la Balme offrent au public un spectacle riche en découvertes et en histoire dans l'espace naturel sensible des coteaux de Saint-Roch. On rentre par un porche qui fait à peu près 35 mètres de haut, donc déjà ça c'est déjà impressionnant. Ensuite on arrive dans un espace très ouvert avec des dimensions de cathédrale, on y trouve des lacs, on y trouve des labyrinthes aussi, 2 labyrinthes qui sont très spécifiques des grottes, on y trouve des gourds, donc ces petits bassins qui sont tout à fait magnifiques. Donc ces passages ils sont formés tout simplement avec le passage de l'eau pendant des milliers d'années. Alors ici vous avez une formation un peu particulière qui s'appelle une marmite de géant. Qui est une formation complètement naturelle. Ça se forme de manière assez simple, hein. On a de l'eau qui va couler, qui va tourbillonner et qui va emporter avec elle des cailloux ou un peu de sable. Ça fait une d'érosion mécanique assez simple à comprendre. Et donc celle que vous avez là, cette marmite de géant, elle a environ 130 000 ans. Ce qui fait aussi la particularité des grottes de la Balme, ce sont ses habitants. Elles sont réputées pour héberger une grande variété de populations de chauves-souris. Les grottes accueillent différentes espèces d'oiseaux dont certaines sont rares, comme des rapaces nocturnes, en plus d'avoir ouvert la porte à quelques mammifères, eux aussi extrêmement rares. Donc là on s'engouffre dans le labyrinthe de François Ier. C'est une peinture d'un artiste lyonnais qui s'appelle Théodore Lévigne et qui a été réalisée en 1882. Elle est là pour commémorer un événement historique majeur à la fois pour le village mais aussi pour les grottes, à savoir la venue de François Ier en personne aux grottes de la Balme, en 1516. Entre histoire, géologie et écosystème, les grottes de la Balme sont la promesse d'une évasion à la découverte des travaux époustouflants de l'architecte la plus talentueuse au monde, la nature. Et puis elle s'invite de plus en plus dans l'alimentation des Français. Petits fruits rouges orangés de la famille de la tomate, c'est la baie de goji. Des baies qui proviennent aujourd'hui essentiellement du marché asiatique. Pourtant, dans l'Oise, quelques producteurs français se sont lancés dans la culture de ces fruits. Jérôme Houbron les a goûtés pour WEO TV, regardez. En Chine, on lui prête des vertus millénaires telles que la jeunesse éternelle. Oh, regarde là, il y en a. Regarde. C'est la baie de goji, petit fruit orangé de la famille des tomates que Valérie cueille avec délicatesse. On choisit les bien mûrs, bien colorés, charnus et bien orangés, vermillon, voire rouge. Je préfère cueillir avec la queue pour qu'elles se conservent mieux. Comme ça, au frigo, on peut les garder une dizaine de jours sans problème. Et pour le contrôle qualité, l'agricultrice peut compter sur son fils. Hé, mange pas tout, gourmand. Mets-les dans le kangourou, s'il te plaît. Ah oui, c'est super bon. Il n'y a presque même pas besoin de les croquer. Originaire de Méditerranée, la baie de goji s'est d'abord exportée en Chine. 90% des baies produites dans le monde proviennent désormais du marché asiatique. Pourtant, il y a 5 ans, c'est bien dans l'Oise que Valérie décide d'en développer la culture. Un pari sur l'avenir. Alors la baie de goji, elle pousse très bien sur un sol calcaire. Et notre plateau picard, il est justement très calcaire. Le climat évoluant, on arrive à des taux d'ensoleillement suffisants maintenant pour produire.
la baie de Goji. Connue pour ses qualités gustatives, la baie de Goji s'installe de plus en plus dans le régime alimentaire des Français. Et contrairement aux idées reçues, elle ne se consomme pas qu'en fruits secs. On a l'habitude de les trouver sèches dans les magasins, mais en fait, c'est comme tous les fruits, c'est meilleur frais, il y a plus de vitamines, et il y a tous les bienfaits, et le goût est plus savoureux. C'est le fruit qui contient le plus de vitamine C au kilo. Elle est aussi très riche en acides aminés. La France ne compte qu'une vingtaine de producteurs de baies de goji, d'où sa valeur. Pour des baies fraîches et bio, il faudra compter en moyenne entre 80 et 100 € le kilo, le prix d'une alimentation à la fois saine et locale. Ils sont plus de 15 000 chaque année à être abandonnés. Les animaux de compagnie sont les principales victimes des départs en vacances. Une donnée malheureuse compensée néanmoins par une prise de conscience de plus en plus importante sur le bien-être animal. Exemple dans la Loire où les animaux ont notamment le droit à des séances d'ostéopathie. Un reportage et des explications de Céline Arcilia pour la rédaction de TL7. Regardez. Pepsi est la jument de 22 ans de Vanessa. Et pour cette propriétaire, il est indispensable de s'occuper du bien-être de sa mamie. Elle a régulièrement recours au service d'une ostéopathe pour s'assurer qu'elle n'ait pas de maux musculaires ou osseux. C'est une tendance qui est d'actualité et c'est très très bien. Les gens font de plus en plus attention à leurs animaux, à leur bien-être, à leurs besoins. Et ça, c'est impeccable parce qu'il y a des choses qui sont importantes. On ne peut pas monter sur le dos d'un cheval sans savoir s'il a mal ou pas. Pepsi passe donc sous les mains expertes de Pauline Barry. Son activité est relativement jeune, mais elle est de plus en plus plébiscitée par les propriétaires d'animaux. Chaque mois, elle peut en voir entre 60 et 90 en consultation. Des animaux comme les chiens, qui apprécient particulièrement le moment. Comme Priska, Pauline sait cibler les problèmes tout en respectant les besoins de ses patients. Même si au début il y a une petite appréhension, parce que souvent je mets mes mains là où ils ont mal, mais c'est vite dissipé quand ils voient que finalement on y va doucement et que je respecte aussi les limites qu'ils me fixent quand ils me disent qu'ils ont mal, et on arrête, on essaye vraiment en fait de rester sous le seuil de douleur. Et si les propriétaires sont de plus en plus attentifs au bien-être physique de leurs animaux, l'aspect psychique est aussi une préoccupation. Marie-Jo Reynaud-Sabot est comportementaliste félin, une discipline peu connue finalement, et pourtant. Le chat, il est un peu considéré comme un meuble dans la maison, alors que lui, il a des vrais besoins. Il a besoin d'interaction dans le jeu, par exemple. Il a besoin aussi d'avoir des coins à lui. La comportementaliste va établir un programme avec les propriétaires pour changer des comportements gênants comme le dépôt d'urine en dehors de la caisse ou l'agressivité, des comportements qui ont pu se développer lors des derniers confinements. Alors que l'on soit chien, chat ou bien cheval, les propriétaires d'animaux s'accordent souvent sur une chose, leurs compagnons méritent une attention particulière pour être bien dans leur tête. Direction la Martinique pour terminer cette édition avec d'autres images éblouissantes, celle d'un volcan totalement décapité par l'érosion. À Sainte-Anne, la savane des pétrifications, c'est son nom, offre un paysage quasi lunaire, aussi incroyable que spectaculaire. Jean-Marc Dabreux et Teddy Albert de la rédaction de Via ATV en Martinique nous y conduisent pour une escapade volcanique. Regardez. Au sud de la Martinique, bordée par la mer des Caraïbes, une plaine aux faux airs de désert. La savane de pétrification ou la promesse d'un dépaysement garanti. Au beau milieu de cet espace inattendu, nous croisons ce groupe de randonneurs habitués des lieux. Quand je viens ici, en fait, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas être en Martinique, en fait, quand j'ai besoin de sortir un peu dans mon île, sans partir. Visiter la savane de pétrification, c'est aussi faire une balade dans le temps. Il y a 23 millions d'années, l'île aux fleurs est née ici. Il reste encore des traces de cette époque lointaine. Oui, là, je viens de ramasser un morceau de bois pétrifié, dit pétrifié, mais en réalité, c'est du bois silicifié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de bois à l'intérieur. En fait, le bois, il est fibreux, un bout de bois pourri. Et ce bois a été traversé par des remontées hydrothermales, c'est-à-dire de l'eau riche en silice, dont on se retrouve au cœur d'un volcan, totalement décapité. Nous sommes en train de réaliser là, le rêve un peu fou de Jules Verne, c'est-à-dire pouvoir rentrer au cœur d'un volcan. De ce passé volcanique découle un sol argileux et très fertile. Une terre idéale pour la culture du melon. Cette exploitation d'une centaine d'hectares y était plantée depuis une quinzaine d'années. Les plantes sont puissantes
et nous donne un produit de grande qualité. Donc le fait d'être à proximité de cette zone nous fait partager la chance d'un terroir exceptionnel. Une nature généreuse et captivante. Ce photographe professionnel en a fait son terrain de chasse favori. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Là, on parlait du paille en queue, mais on vient de voir le balbuzard pêcheur passé. Il y a la frégate, le pélican. On a l'impression d'être sur l'eau avec les oiseaux. Jadis, point le plus haut de l'île, la savane de pétrification offre aujourd'hui un panorama unique sur la Martinique. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.